Oumar Moussa Traoré. Mercredi 31 décembre 2025. Bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako ce matin où 36 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 21 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, le Mali est le premier d'élevage de la zone Yoma avec notamment un potentiel de 14 millions de bovins. Mais il y a des obstacles à l'épanouissement du sous-secteur comme le caractère extensif de l'élevage, l'insuffisance d'infrastructures dans le domaine pastoral et le faible potentiel génétique des races. Comment sortir de ces difficultés? La question est au centre d'un espace de dialogue politique qui réunit les acteurs du sous-secteur à Bamako. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 31 décembre 2025, offrir des opportunités d'affaires aux producteurs agricoles de notre pays. Voilà l'enjeu de la foire agricole que la Chambre d'agriculture de Mopti vient d'organiser avec ses partenaires. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly, nous parle des signaux que la nature nous envoie à travers des récoltes incertaines et des saisons imprévisibles. Enfin, en sport football, CAN Maroc 2025, le Mali joue samedi en 8e de finale contre la Tunisie à partir de 19h. Les noms des 16 équipes qualifiées pour cette deuxième étape sont connus alors que la phase de poule prend fin ce soir. Vous aurez plus de détails dans le journal consacré à la CAN juste après cette édition avec Ali Djoumatina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les acteurs du sous-secteur de l'élevage se retrouvent à Bamako pour promouvoir les races bovines et les espèces fourragères locales. C'est là à travers un espace de dialogue politique national. C'est dans le cadre du projet agro-biodiversité VSF Suisse et son partenaire CAB Demesso. Compte rendu, Yara Dameli. Le Mali est le premier pays d'élevage de la zone UEMOA. Pour preuve, il dispose d'un effectif cheptel estimé à plus de 14 millions de bovins. Une révélation faite lors du dialogue politique national par le chef de division filière des productions animales. Un espace idéal donc pour les acteurs de discuter des stratégies de préservation de nos races bovines locales. Omar Koli Keïta, représentant du ministre de l'élevage et de la pêche. Malgré cet atout, l'élevage reste confronté à d'énormes difficultés parmi lesquelles nous pouvons citer la prédominance du système extensif d'élevage, le faible potentiel génétique de nos races, l'insuffisance des infrastructures, aménagements et équipements pastoraux, les effets néfastes du changement climatique, l'insécurité. Boulabassi Koumaré, représentant du directeur pays des VSF Suisse. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à échanger sur le cadre politique, à partager les expériences en matière de préservation des races bovines locales et des espèces fourragères adaptées. Cette initiative est réalisée dans le cadre du projet RES Consortium, projet fondé sur les droits et initiatives agroécologiques pour la durabilité et l'équité au sein des communautés paysannes. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. J'apprécie fortement cet atelier qui cherche à concilier deux mondes et deux intérêts différents. Entre l'intérêt de l'éleveur qui veut gagner de l'argent grâce à la productivité et l'intérêt aussi des générations futures et de l'État pour garder nos sources locales. Pas que nous perdons ces races qui ont une grande capacité, qui ont des qualités et qui sont résistantes à notre climat. Amadou Diko, président de l'interprofession lait local. Je pense que ces travaux aujourd'hui, c'est une bonne guerre pour nous tous, pour tout éleveur. Donc, ce qui est sûr, des recommandations seront faites, des interpellations et même par rapport aux conclusions de cet atelier, nous saurons exactement ce que nous souhaitons avoir à partir de cet atelier pour l'épanouissement du monde rural. Au terme de cet atelier, une stratégie durable pour la préservation des ressources génétiques sera élaborée. Aussi, la déclaration de Nyoro devra être validée au niveau national sur la préservation des races bovines locales et le fourrage adapté. Un mot de l'actualité dans nos régions à présent et direction Mopti où le programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience aux crises climatiques et sociales dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Mopti, vient d'organiser une foire agricole régionale des produits bruts et transformés. L'objectif est d'offrir des opportunités d'affaires à nos producteurs agricoles. De Mopti, les précisions de Aminata Touré de la station régionale.
L'organisation de cette foire agricole s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la sécurité alimentaire, à la résilience des populations aux crises climatiques et sociales PASARC 2 CCC dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanzan. Elle a été rendue possible grâce à l'accompagnement de l'ONG NEF avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Sori Ibrahima Choukari est représentant de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti. Cette foire agricole est une opportunité incontestable pour nous producteurs agricoles avec grand A de promouvoir des produits agricoles, de montrer leur savoir-faire, de mettre à la disposition des consommateurs des aliments sains, des prix abordables. Abdul Karim Tembine, secrétaire général au conseil régional de Mopti. Une telle activité cadre parfaitement avec l'axe 3 de la stratégie de développement économique et régional qui porte sur la promotion des filières porteuses par la transformation, la conservation et la commercialisation des produits locaux. Le programme PASARC des CCC vise à renforcer au niveau communautaire la capacité des acteurs à s'attaquer aux sources de conflits et au changement climatique pour assurer la sécurité alimentaire. Moussa Traoré, spécialiste chaîne de valeur entrepreneuriat ONG NEF. L'agriculture est un pilier de notre souveraineté. Garantir une alimentation saine et locale de qualité est un enjeu crucial et guide les actions de la NEF. Il est important d'encourager l'innovation, les nouvelles pratiques de production, d'embauche et de transformation de nos produits. Ablaï Dagatira, conseiller au gouvernorat de Mopti. Une initiative autour des clusters de chaînes de valeur riz, échalotes et embauche en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Mopti témoigne l'engagement de la NEF auprès des plus hautes autorités de notre pays pour la promotion et l'émergence d'une agriculture durable. La remise d'attestation de reconnaissance à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, à l'ONG NEF, au Conseil régional, entre autres, pour les efforts fournis, et la visite des stands d'exposition, riziculture, embouche, produits maraîchers pour ne citer que cela, ont sanctionné les activités de la foire agricole qui s'étend sur 3 jours dans la région de Mopti. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Oui, toujours dans les régions, fin de formation à Bougouni de 868 nouvelles recrues du contingent 2023, deuxième vague. Ces jeunes soldats ont été présentés au drapeau lundi en présence du commandant du camp du 82e régiment blindé de Bougouni. Lors de cette cérémonie de sortie, ces recrues ont procédé à plusieurs démonstrations. ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogou. Cette cérémonie de présentation au drapeau marque la fin de la formation commune de base de 868 recrues du contingent 2023 deuxième vague. Cette formation s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités du pays de doter notre outil de défense d'un personnel efficace et dévoué, capable de relever les défis sécuritaires auxquels fait face notre espace confédéral. Commandant Isiaga Kane, directeur du centre. Il est sans doute à rappeler que nous vivons un moment charnière de notre histoire commune où l'ennemi que nous affrontons change constamment de visage à travers ses modes opératoires multiples. Il mène une guerre asymétrique faite d'embuscades, de ruses et de mobilité. C'est fort de cette réalité amère que les plus hautes autorités ont accordé une attention particulière à cette formation commune de base. Lors de cette cérémonie, ces jeunes recrues ont procédé à plusieurs démonstrations, notamment le démontage et le remontage du PM avec les yeux bandés, démonstrations en tactique, quelques prises en close combat entre autres. Lieutenant-colonel Serou Traoré, commandant du camp du 82e régiment blindé de Bougouni. Après 5 mois d'efforts intenses et de privations, ces jeunes soldats sont à présent aptes à servir la nation. Cela a été rendu possible grâce au personnel d'encadrement. J'exprime toute ma gratitude pour votre professionnalisme et votre accompagnement tout au long de cette formation. Draman Diakté, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni. Qui parle d'une armée performante, parle de ressources humaines de qualité. Nous avons un sentiment de satisfaction à travers ce que nous avons vu comme démonstration. La remise d'attestation aux 3 premières recrues et leurs encadreurs et le défilé militaire visant à célébrer l'effort de ces jeunes recrues ont mis fin à cette cérémonie de sortie. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. AES, actualité.
Le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où une délégation gouvernementale séjourne actuellement dans la région de Dioro. La délégation est venue transmettre un message du chef de l'État du Burkina Faso aux populations. Elle a effectué une halte au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa et au BIR 15. L'objectif était d'encourager les forces de défense et de sécurité dans la dynamique de reconquête du territoire national. De Ouagadougou, les précisions de Boubacar Tanaka de la radio nationale du Burkina Faso. 3 membres du gouvernement dans la région du Dioro pour transmettre un message aux forces de défense et de sécurité. Il s'agit des ministres en charge des sports, celui du commerce et le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le porte-parole de la délégation sur l'objet de la mission, le ministre en charge du commerce, Serge Poda. Le chef de l'État nous a instruit de leur exprimer sa gratitude et ses félicitations pour le travail qui a été abattu sur le terrain en matière donc de sécurisation, de défense de notre pays et de réinstallation des populations, de sécurisation de ces populations. Et cette sécurisation du territoire se voit de jour en jour et se raffermit. Le chef de l'État a demandé aussi à ce qu'on leur passe un message d'encouragement et de rester en veille, de rester focus sur l'objectif qui est la sécurisation totale du territoire national dans un espace temporel très réduit. Toutes les entités des forces de défense et de sécurité étaient représentées pour recevoir le message du chef de l'État, nous confie le commandant de la place d'armes et chef de corps du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, Fabéré Gaston Kinou. Le message n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Nous avons très bien compris et nous le remercions. Nous avons reconnu le travail que nous avons fait sur le terrain. Le message était à point nommé parce que c'est venu recharger les batteries que nous sommes prêts à continuer le combat que nous avons commencé. La délégation gouvernementale s'est imprégnée de l'état de santé des blessés de guerre à l'infirmerie du BIR 15, suivie d'une visite de courtoisie au chef de canton de Gawa. Et le second volet de l'actualité AES qui nous amène au Niger, où les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation se poursuivent. Réunis en séance plénière le 29 décembre dernier, les membres du CCR ont examiné et adopté 3 projets d'ordonnance. Ces textes portent sur les fêtes légales, les orientations agricoles ainsi que la réorganisation du foncier national. Les explications de Kader Abdourahmane de la Voix du Sahel. Le premier texte porte sur le projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance numéro 2024-33 du 22 juillet 2024 modifiant la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales en République du Niger. Un dossier confié à la commission refondation politique, culturelle et institutionnelle. Le président de la dite commission, Nuhu Arzika, est intervenu pour apporter des éclaircissements sur les motivations du texte et les principales innovations qu'il introduit. Le ministère de la fonction publique, en charge de l'initiative du projet de loi, avait effectivement formulé l'exposé des motifs en expliquant les raisons qu'ils ont avancées pour justifier la nécessité de prendre en compte cette recommandation-là. Et c'est ainsi qu'ils ont proposé que la veille, le jour et le lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr, ainsi que la fête de l'Aïd el-Kébir, soient déclarés fériés, chômés et payés. Le deuxième projet concerne le projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance portant orientation agricole. Un dossier confié à la Commission économie et développement durable. Madame Sori Ramatou, membre de la Commission économie et développement durable. Il s'agit d'un texte qui réorganise et qui donne une voix et un espoir à toute la population nigérienne dans le secteur de l'agriculture avec grand A. Notre commission a relevé que le CNSP qui nous a saisi pour donner notre avis sur ce texte vient de révolutionner le secteur de l'agriculture en prenant en compte toute la chaîne de valeur de l'exploitation agricole, en introduisant un financement pour tous les secteurs de l'agriculture. Enfin, les conseillers ont examiné le projet d'ordonnance portant réorganisation du foncier national en République du Niger et la détermination de son régime. Un projet d'ordonnance confié à la Commission géopolitique et environnement international en raison de ses implications foncières et territoriales. À travers l'examen de ces tests, le Conseil consultatif de la refondation poursuit sa mission de contribution à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel dans ce processus de refondation nationale. À présent, un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction la Guinée, où le général Mamadi Doumbouya remporte l'élection présidentielle avec 86,72% devant ses 8 rivaux.
C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires publiés dans la soirée par la Direction générale des élections. L'opposition, dont les ténors ont été écartés du scrutin, avait appelé à boycotter celui-ci, organisé plus de 4 ans après le coup d'État de septembre 2021. Plusieurs artistes ont annulé leur venue au Kennedy Center, haut lieu culturel de la capitale américaine. Raison invoquée, le centre a été récemment rebaptisé Trump Kennedy Center par son conseil d'administration où siègent des proches du président républicain. Le changement de nom de Kennedy Center opéré mi-décembre est l'ultime symbole de sa prise de contrôle par le président américain. Il a été dénoncé par la famille du président Kennedy et l'opposition démocrate. Israël a défendu hier sa décision de reconnaître le Somaliland, estimant que nul ne pouvait remettre en question sa politique étrangère et notant que de nombreux pays reconnaissaient un État palestinien. Pour mémoire, le Somaliland a unilatéralement proclamé son indépendance en 1991. Il était jusqu'ici maintenu dans un certain isolement politique et économique. En Somalie, des milliers de personnes ont manifesté contre cette reconnaissance. Et puis sans transition, un mot de sport avant le journal de la CAN. CAN Maroc 2025, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale sont connues. Il s'agit du Maroc, du Mali, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal, de la RD Congo, du Bénin, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mozambique, de la Tunisie et de la Tanzanie. Effet exceptionnel, le verdict final est connu avant même les matchs des 2 derniers groupes, y compris le fameux classement des meilleurs 3e. Le Mali, quant à lui, jouera les 8e de finale contre la Tunisie samedi prochain à 19h. Le point complet de l'actualité sportive, c'est juste après cette édition avec Aridou Matina dans le journal de la CAN. À présent, la chronique de l'environnement dans un instant. Chronique de l'environnement. La nature ne crie pas toujours, elle murmure, elle gémit, elle s'effrite. Sous nos pas, la terre s'appauvrit et se fissure. La nature nous parle à travers des sols devenus stériles, des récoltes incertaines et des saisons imprévisibles. La question n'est plus de savoir si elle s'exprime, mais celle de savoir si nous prenons encore le temps de l'écouter. Quand la terre gémit, les cris silencieux des sols maliens. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, les sols agricoles, jadis nourriciers, subissent une pression croissante. Les communautés rurales, premières sentinelles de l'environnement, constatent la baisse des rendements et l'allongement des périodes de soudure. Dr Karunga Keita, directeur régional pour les pays du Sahel, Wetland International, Bureau du Sahel. Les conséquences de la dégradation des sols sur les communautés rurales sont très nombreuses. D'abord, la dégradation des sols fait baisser les rendements à l'hectare. Cela a pour conséquence qu'il faut plus de superficie agricole pour les mêmes quantités, voire moins de production agricole. Et socialement, les terres arables aussi ne suffiront plus pour les familles, notamment les familles nombreuses, avec pour conséquence la tendance ou la tentation vers l'exode rural. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Badiangara. La dégradation des sols est une réalité inéluctable sur le plan social. Elle conduit à des dislocations de familles à cause de manque de nourriture par suite des baisses de rendement. Les scientifiques et agronomes alertent sur l'érosion, la perte de fertilité et l'avancée de la désertification aggravée par les changements climatiques. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Badiangara. Toutes les recherches agronomiques et scientifiques ont bien prouvé qu'au Mali, le plus grand facteur des horizons des sols, c'est l'horizon hydrique. L'horizon hydrique est la cause principale des pertes de fertilité des sols, c'est-à-dire des eaux de ruissellement qui transportent les fertilisants des champs de culture pour souvent déverser dans les cours d'eau. Dr Karunga Keita, directeur régional pour les pays du Sahel, Wetland International, Bureau du Sahel. Selon les scientifiques, les principales causes de la dégradation, de l'érosion et de la perte de fertilité des sols peuvent être nombreuses. D'abord, la pression humaine qu'on appelle les effets anthropiques liés à l'action de l'homme, qui sont par exemple la déforestation, l'extension des surfaces agricoles, le surpâturage. On peut citer aussi, en deuxième lieu, l'exposition du sol accompagnée des pluies extrêmes, ce qui entraîne l'érosion hydrique. Et si aussi ces mêmes sols mis à nu sont exposés à des vents violents, cela entraîne aussi l'érosion de la surface
des sols, d'où la perte de fertilité. L'État, à travers ses services techniques, tente d'apporter des réponses, programmes de restauration des terres, promotion de l'agroécologie, lutte contre la dégradation des sols. Dr Karonga Keita, directeur régional pour les pays du Sahel, Wetland International, Bureau du Sahel. Je pense qu'il faut se dire une chose, aucun programme public ne peut résoudre totalement les problèmes vécus à tous les niveaux dans un pays donné. Cela n'est pas possible sans l'engagement des acteurs directs, sans un engagement citoyen. Maintenant, en termes de solutions, il faut un renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Les ONG environnementales, quant à elles, accompagnent les paysans dans l'adoption de pratiques durables, mêlant savoir traditionnel et innovation locale. Mais malgré ces efforts, la terre continue de s'appauvrir, signe que la réponse collective reste insuffisante ou trop tardive. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Badjangara. L'approche des ONG fondée sur la combinaison des savoirs traditionnels est une bonne technique. C'est ça même qui est recommandé par la politique de développement agricole du Mali, PDA. C'est une gestion concertée et locale. Ces ONG qui viennent en appui accompagnent l'État dans son rôle régalien. Elle renforce l'intervention de l'État auprès des agriculteurs. Lorsque la terre cesse de nourrir, c'est toute une société qui vacille. Écouter la nature, c'est comprendre que préserver le sol aujourd'hui, c'est garantir la survie de demain. Car une terre qui se tait est souvent une terre morte. Voilà, mercredi 31 décembre 2025, dernier jour de l'année. C'est aujourd'hui que votre serviteur doit faire valoir ses droits à la retraite. Nous avons une pensée pour la dizaine d'agents de l'ORTM dans la même situation juridique. Félicitations à eux. Occasion pour nous de rendre grâce au Créateur. Occasion pour nous de remercier nos auditeurs et auditrices pour leur accompagnement habituel. Occasion pour nous de remercier tous les collègues de l'ORTM, de l'agent technique du plateau au directeur général pour leur accompagnement. Alors, le rédacteur en chef Bourama Traoré vient de nous rejoindre. Bourama Traoré, à vous. Et bonjour Oumaro Moussa Traoré, je n'étais pas attendu dans ce studio en ce 31 décembre, dernier jour, vous l'avez dit, de l'année 2025, mais la reconnaissance m'oblige à être là. Reconnaissance qui reste l'une des valeurs cardinales de la société malienne. Lui mérite aujourd'hui et amplement toute la reconnaissance de l'ORTM. Je vais nommer Oumar Moussa Traoré, une voix et un style que vous venez d'écouter et qui boucle ainsi son dernier journal parlé à la radio nationale, puisqu'il s'apprête à faire valoir ses droits à la retraite. Cher Oumar Moussa Traoré, Koro comme on aimerait vous appeler, aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous. Après toutes ces années de travail acharné, vous méritez une retraite. Je tiens à vous remercier sincèrement au nom de la rédaction du journal parlé pour votre engagement, votre rigueur et votre bonne humeur au quotidien. Votre départ va certainement laisser un grand vide, surtout vos conseils au quotidien vont manquer à la jeune génération ici à l'ORTM. Génération dont vous avez fortement contribué à sa formation dans un métier à la fois exigeant et passionnant. On se sentira également orphelin de la bénédiction quotidienne que vous formulez à chaque collègue, chaque fois que vous les rencontrez au passage. Je cite Alaka Niou Keneya en Bamanankan, qu'Allah préserve notre santé. Vous nous laissez une bonne image au niveau de la rédaction, car vous n'avez jamais manqué ces rendez-vous avec les auditeurs, sauf cas de force majeure. Malgré vos nombreuses tâches administratives, vous avez toujours assuré votre tranche. Présentateur régulier et disponible, vous en êtes un. Travailleur consciencieux, vous en êtes aussi un. Autre évidence que personne ne peut contester ici à Bozola, si la passion du service public est un slogan partagé, vous avez une corde à votre arc. C'est cette passion, ce virus de la radio qui vous habite. Ce qui ne saurait être le cas pour tout le monde. Vous avez compris et démontré que l'ORTM est une seule et même famille qu'on doit servir avec engouement, quel que soit le niveau où l'on se trouve. Vous n'avez pas d'armes, mais vous avez été sur tous les fronts pour informer, sensibiliser et éduquer la population. Ce qui reste d'ailleurs l'une des missions clés de la chaîne mère, reporter, rédacteur en chef de la télévision nationale, chef de la division chaîne 2, directeur régional de la station ORTM Gao, directeur des ressources humaines de l'ORTM et aujourd'hui directeur de la radio rurale. Je ne peux citer que ces postes de responsabilité que vous avez occupés. Bref, vous avez gravi tous les échelons. Une retraite est une étape importante dans la vie d'une personne. C'est l'occasion de prendre du temps pour soi, de se ressourcer et de profiter pleinement des années à venir.
Après ces années de travail inconditionnel, il est alors temps pour vous de tourner la page et d'embrasser cette nouvelle phase de liberté et d'épanouissement personnel. Je partage cet hommage avec vos collègues Moïse Traoré et Ba Traoré, appelés aussi à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont également assuré ici à la Radio Nationale leur tranche hebdomadaire du journal parlé sans arrière-pensée ni murmure. En un mot, ils ont mouillé les maillots pour la maison commune avec détermination et dévouement au seul service du Mali. Votre départ à la retraite est un moment d'émotion pour nous, mais nous sommes très heureux que vous puissiez enfin vous reposer, que ce nouveau chemin soit parsemé de bonheur, de paix et de découvertes pour vous. Sachez, c'est ma conviction, et elle est certainement partagée par mes collègues, que votre impact restera gravé dans nos mémoires. Très bon repos à vous, cher Koro. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour ces mots aimables. L'émotion m'étrangle, vous l'aurez compris. Ce journal touche à sa fin. Et merci à tous. Merci à toutes. Au revoir.